que chacun a le droit au respect de son bien-être et à vivre dans un état de santé et dans un état financier qui nous permettent d'assurer nos moyens de subsistance. Je vous rappelle également que l'article 3 de la Déclaration nous dit que chacun a droit à la vie. C'est le droit le plus fondamental de l'homme. Néanmoins, il suffit là encore de regarder l'actualité pour comprendre que ce droit n'est pas effectif partout. Si on regarde ce qui se passe par exemple en Birmanie avec la communauté Rohingya, je crois que c'est un exemple assez parlant. Encore la liberté de manifestation, la liberté d'expression. Là encore, on pourrait multiplier les exemples. Quand on regarde encore, pas plus tard que ce week-end, 13 universitaires et journalistes qui ont été arrêtés en Turquie pour avoir manifesté contre le gouvernement en place. Bref, on pourrait y passer des heures, mais il y a énormément d'illustrations qui nous montrent que les droits de l'homme ne sont pas encore efficaces et effectifs partout. Je vais donc revenir, parce que le propos, le sujet de la Cour mondiale des droits de l'homme s'y prête particulièrement, parce que l'idée même de René Cassin par la création de cette Cour, c'était de rendre justement cette protection internationale des droits de l'homme effective. Et il n'y a pas meilleure voie pour lui que de rendre cette protection efficace qu'en instaurant une Cour mondiale qui viendrait contrôler ce que font les États et surtout qui viendrait contrôler si les États respectent les droits qui seraient proclamés au sein de cette belle Déclaration universelle des droits de l'homme dont on fête l'anniversaire aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu, alors si j'ai le temps, je vais faire un petit point historique sur ce projet de Cour mondiale. Bien évidemment, vous aurez compris que ce projet a été mis en échec, puisqu'il n'existe toujours pas de Cour mondiale des droits de l'homme. Néanmoins, on a aujourd'hui, à l'échelle de plusieurs continents, plusieurs juridictions qui ont été créées, notamment sous l'impulsion, encore une fois, de René Cassin. Et si on a le temps, j'essaierai d'aborder très rapidement la pertinence d'un tel projet aujourd'hui. Alors historiquement, si on revient un petit peu en 1947, donc au moment où on commence à réfléchir à la mise en place de cette déclaration... Ah, alors le PowerPoint refonctionne. Désolée. On va rester ici. On va rester ici. 1947, René Cassin est nommé par le Quai d'Orsay pour présider une commission consultative des droits de l'homme, donc en France. Et cette commission consultative, elle est en charge de rédiger un avant-projet de déclaration universelle des droits de l'homme, donc qui sera présenté au sein des Nations Unies. Et parmi les discussions qui vont avoir lieu au sein de cette commission consultative, donc en France, René Cassin propose aux autres membres de la commission de discuter de la mise en place d'un juge international, donc d'une cour internationale qui serait chargée de faire respecter par les États le respect des droits fondamentaux. Évidemment, il y avait beaucoup de résistance à cette idée. Pourquoi ? Parce qu'en 1947, si on se remet un petit peu dans le contexte de l'époque, on était déjà au début de la guerre froide, déjà, et on était aussi, en tout cas la France, était une puissance coloniale, et donc le ministère des Affaires étrangères avait quelques difficultés à reconnaître qu'un État puisse être sanctionné par un juge international pour des violations des droits fondamentaux. Donc René Cassin s'est battu très fermement au sein de cette commission et finalement, il a réussi à convaincre une bonne majorité des membres de réfléchir véritablement à la mise en place de cette cour. Et un article a été rédigé au sein du projet français de déclaration universelle, l'article 33, qui devait justement intégrer la création future de cette cour mondiale. Alors il avait élaboré tout un projet, alors je vais essayer de vous le mettre pour que ce soit plus intelligible. Voilà, ça c'est M. Cassin que j'aurais dû vous montrer au tout début de mon propos. Voilà, ça c'était le projet de M. Cassin. Globalement, il voulait mettre en place une commission donc, à l'échelle onusienne avec des représentants étatiques, ce que vous voyez tout en haut. Et cette commission, elle aurait été en charge de mener des enquêtes. Alors il y aurait eu évidemment des plaintes qui auraient pu être déposées auprès de cette commission par des individus, donc par vous, par moi, par des acteurs de la société civile. Cette commission aurait eu un pouvoir d'enquête auprès des États contre lesquels des plaintes auraient été déposées. Puis cette commission aurait eu un rôle de conciliation donc entre les auteurs de la plainte et l'État qui était accusé de violation des droits fondamentaux. En cas de non-respect, en cas d'erreur, d'échec de la conciliation, la Commission aurait été compétente pour faire des recommandations à l'État et en cas de non-respect par l'État de ces recommandations, René Cassin avait envisagé la création d'une cour avec 2 chambres, une chambre spécialisée
pour la protection des droits fondamentaux et une autre en matière pénale. Et en fait, cette chambre pénale, elle est l'ancêtre de ce que vous connaissez aujourd'hui, qui est la Cour pénale internationale, qui est la cour qui est en charge de juger les personnes qui se sont rendues responsables de crimes de guerre, de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. René Cassin y pensait déjà en 1947. La CPI a été créée finalement en 2002, donc vous voyez qu'il a fallu un peu de temps. Pour la Chambre des droits de l'homme, elle n'existe toujours pas, mais en tout cas, René Cassin l'avait envisagé. Néanmoins, même si la Commission avait intégré donc, cet article 33 au projet français, le ministère des Affaires étrangères, et notamment le ministre, qui était Georges Bidault, a émis une demande auprès de René Cassin pour lui demander de retirer cet article 33 du projet français, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ministère n'était pas d'accord avec la création d'un juge qui aurait été supranational, qui serait venu imposer des obligations à l'État français. Donc René Cassin s'est vu contraint de retirer l'article 33. On lui avait proposé de présenter malgré tout l'idée dans un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qu'il a refusé de faire. Donc ce projet est resté en l'état, même si certaines délégations auprès des Nations Unies étaient extrêmement favorables au projet, notamment la délégation australienne, la délégation iranienne, la délégation libanaise ou encore la délégation belge. Donc il y avait vraiment deux camps en 1948 au moment de l'adoption de la Déclaration universelle, à partir des projets, y compris le projet français. On avait vraiment ceux qui étaient très favorables et ceux qui étaient très défavorables, dont la France, malheureusement, dont les États-Unis, dont l'URSS, la Grande-Bretagne également, et toujours pour les mêmes raisons, à savoir, c'est une question de souveraineté, on ne peut pas laisser un juge venir nous contraindre au respect des droits fondamentaux. C'était pas encore le moment. Ce qu'il s'est passé ensuite, alors il n'y a toujours pas de Cour mondiale, néanmoins, et toujours sous l'impulsion de René Cassin, on a eu la création de la Cour européenne des droits de l'homme, dont il a été le président d'ailleurs. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est la concrétisation de ce que je viens d'essayer de vous expliquer très rapidement, c'est-à-dire de ce fameux article 33 que René Cassin avait impulsé, à savoir on crée une véritable juridiction qui est en charge de vérifier si les États respectent les droits fondamentaux. Alors cette Cour européenne, que vous avez sans doute peut-être déjà vue, elle est à Strasbourg, elle est en charge de vérifier la bonne application de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est en fait, si vous la comparez avec la Déclaration universelle, qui a à peu près le même contenu. Elle défend exactement les mêmes droits. On retrouve le droit à la vie, on retrouve l'interdiction contre la torture, on retrouve la liberté de manifestation, on retrouve la liberté de penser, etc., etc. Et donc cette cour, première cour régionale, supranationale, qui est créée pour vérifier ce que font les États de la protection des droits fondamentaux. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette cour a tellement bien fonctionné, si je puis dire, qu'elle a été copiée sur d'autres continents. Je dis copiée avec beaucoup de guillemets, parce qu'évidemment, chaque continent a ses spécificités, y compris en matière de droits de l'homme. Et donc, on a copié sur d'autres continents le système, c'est-à-dire l'idée d'un juge qui viendrait contrôler ce que font les États, mais évidemment avec certaines spécificités. Alors, parmi ces cours qui sont analogues à la Cour européenne, on a la Cour interaméricaine des droits de l'homme, que vous connaissez peut-être, qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle vérifie que les États qui ont signé la Convention interaméricaine respectent les droits fondamentaux. Ça date de 1969. Et puis, un peu plus récemment, en Afrique, dans le cadre de l'Union africaine, on a là aussi mis en place une charte africaine des droits de l'homme, qui reprend aussi beaucoup le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui s'en inspire très clairement, avec là encore certaines spécificités. Notamment, eux ont inclus par exemple le droit des enfants, etc. Il y a vraiment des droits en plus de ce que protège la Déclaration universelle. Mais là encore, on a mis en place, sur le modèle européen, une cour qui est en charge de vérifier ce que font les États pour la protection des droits fondamentaux. À l'échelle onusienne, maintenant, parce que là je viens de vous parler un petit peu des différents continents, à l'échelle onusienne, on a plusieurs traités qui ont été mis en place après la Déclaration universelle, énormément, des traités spécifiques, que ce soit la protection des enfants, la protection contre la discrimination raciale ou la discrimination envers les femmes ou encore envers les personnes handicapées. On a beaucoup de traités pour lesquels les États sont engagés. Néanmoins, on n'a aucune cour mondiale. Alors on a des comités
On a des comités qui ont été mis en place. Vous voyez, pour chaque traité, en fait, on a un comité, mais qui n'est pas un juge véritablement. C'est plus un comité de nature politique. Chaque comité vérifie que les États ont bien respecté les traités en question. Donc vous en avez un pour la Convention contre la torture, vous en avez un pour la Convention contre la discrimination raciale, etc., etc. Mais pas de cour mondiale. Résultat, on a en fait finalement un système qui est extrêmement foisonnant, c'est-à-dire qui est assez... on a tellement de comités différents que rien n'est vraiment unifié. D'où ma question sur, aujourd'hui, est-ce qu'il serait pertinent d'avoir une cour, justement, qui soit présente pour vérifier le contrôle des droits fondamentaux? Alors, si on est un petit peu pessimiste, on pourrait penser, au regard de ce que je viens d'essayer de vous présenter, je suis désolée, je vais très très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est utile d'avoir une Cour mondiale des droits de l'homme aujourd'hui? On pourrait penser que c'est inutile. Pourquoi? Parce qu'au regard de ce que je viens de vous montrer, on a déjà plein de cours finalement. On a la Cour européenne, on a la Cour africaine, on a la Cour interaméricaine, on a plein de comités au niveau de l'ONU, on a la commission également au sein de l'ONU qui s'occupe de la protection des droits fondamentaux. On pourrait se dire finalement ça ne sert pas à grand chose puisqu'on a déjà des juges qui contrôlent tout ça. Sauf que dans ce que je viens de vous présenter, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des continents qui ne dispose pas de juges supranational, d'où la nécessité peut-être d'avoir une cour qui vienne pallier à cette insuffisance. Si on regarde l'Asie, il n'y a pas de juge supranational. Le Moyen-Orient, il n'y en a pas non plus. Donc le fait d'avoir une cour mondiale, si on est optimiste, et je pense que René Cassin l'était, et parlant de lui aujourd'hui, je préfère opter ce point de vue-là. Ça permettrait justement de lutter contre ces divergences et contre ce manque de juridiction qu'il peut y avoir sur certains continents. L'autre problème, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une Cour mondiale des droits de l'homme? Alors, au regard du contexte politique actuel, ça semble compliqué, évidemment, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un recul très clair du multilatéralisme, ce qui complique les choses, puisque pour avoir une Cour mondiale, ça signifierait que les États devraient s'engager, encore une fois, et mettre de côté cette défense de la souveraineté nationale pour créer une juridiction à l'échelle, cette fois mondiale, et pas seulement régionale. Néanmoins, il me semble, et encore une fois, je suis peut-être un peu trop idéaliste, que malgré le recul de ce multilatéralisme, rien n'est impossible. Parce que si on regarde le contexte d'après-guerre, je ne crois pas qu'il y avait beaucoup d'États qui étaient favorables à la création d'un juge international, et manifestement, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'URSS, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne étaient opposés. Néanmoins, ce qui s'est passé ensuite, c'est que la France s'est engagée dans la création de la Cour européenne des droits de l'homme. La Grande-Bretagne s'est engagée aussi dans la création de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui montre bien que malgré certaines réticences, le travail des diplomates peut parfois très clairement fonctionner. Et je pense qu'aujourd'hui, et au regard de l'ensemble des problématiques, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Monsieur Cambadérès, à partir du moment où, notamment, les problématiques environnementales dépassent les frontières, il n'y a pas malheureusement que les problématiques environnementales, les hommes aussi dépassent les frontières, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont transnationales, qui dépassent le cadre étatique. Les réfugiés climatiques, par exemple, c'est une question qui touche tous les États du monde, et encore, on n'en est qu'au début, parce que 2050, on prévoit quand même 250 millions de réfugiés climatiques. C'est une responsabilité qui va peser sur l'ensemble des pays du monde. Donc je pense que face à ces problématiques qui sont transnationales, et là j'ai cité cet exemple, mais en réalité on pourra en citer beaucoup, les États ont intérêt à renforcer la solidarité mondiale. Ils ont intérêt, et surtout en ce moment, en tout cas pour ceux qui sont le plus enclins, à renforcer et à réitérer le message de protection des droits de l'homme à l'échelle internationale, parce que les droits de l'homme, et c'est ce que disait Madame Lepage tout à l'heure, c'est une question qui nous touche tous. La dignité humaine, c'est quelque chose qui appartient à chaque être humain de l'ensemble de l'humanité qui est sur cette planète. Donc, alors c'est idéaliste, oui, mais je pense qu'il faut relancer le sujet de la Cour mondiale. Il y en a besoin en France, en Europe, et en fait à l'échelle tout entière, de l'humanité tout entière. Et je finirai juste, pour rester sur une note peut-être idéaliste, par citer René Cassin encore, mais ce sera la dernière fois, à propos de la loi de solidarité, ce qu'il appelait la loi de solidarité. Et donc il disait que la loi de solidarité se révèle de plus en plus impérieuse. Au fur et à mesure que le globe terrestre se resserre,
Même dans les périodes de crise où certains groupements humains prétendent s'y soustraire, vous verrez que c'était en 1947, mais que si on le lit bien, ça s'applique toujours aujourd'hui. Et la protection des droits de l'homme, je pense, a besoin de cette loi de solidarité. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci beaucoup de ce complément qui est entré en cohérence avec le propos de Madame Marteil. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Daniel Durand qui va être très rapide. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir passer proposer vos questions. Voilà. Bien, bonjour à tous. Pour mon propos, ça sera très simple. Nous avons préparé au début de cette année de 2018 un diaporama qui va être projeté tout de suite, et ce sera pour montrer un petit peu ce qu'est le registre des citoyens du monde et les développements qui se sont créés autour de cette idée de citoyenneté mondiale. Alors, donc, il y a 70 ans, ont été créés les citoyens du monde. Alors, si ça marche... Marion, comment fais-je pour avancer? Ah voilà, c'est bon, c'est bon. En bas. D'accord. Voilà. Donc le logo des citoyens du monde. Et donc nous y étions hier. Tout a commencé, enfin en ce qui nous concerne, tout a commencé au palais de Chaillot. Donc vous voyez l'image ici en fond. Où quelques citoyens du monde, donc et le Front humain des citoyens du monde, une trentaine de personnes, ont investi l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, pour faire entendre la voix du peuple. Et donc ici c'est... Monsieur le Président, laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Laissez-moi, je suis Gary Davis, laissez-moi rentrer. Je suis citoyen du monde. Non, laissez-moi rentrer. Monsieur le Président, messieurs, au nom des peuples du monde qui ne sont pas représentés ici, je vous interromps. Mes paroles seront sans doute insignifiantes pour vous. Et pourtant, notre besoin d'un ordre mondial ne peut plus être longtemps négligé. Nous, le peuple, nous voulons la paix que seul un gouvernement mondial peut donner. Les États souverains que vous représentez ici nous divisent et nous mènent à l'abîme de la guerre. J'en appelle à vous pour que vous cessiez de nous entretenir dans l'illusion de votre autorité politique. J'en appelle à vous pour que vous convoquiez immédiatement une assemblée constituante mondiale qui lèvera le drapeau autour duquel tous les hommes peuvent se rassembler. Le drapeau de la souveraineté d'un seul gouvernement, pour un seul monde. Si vous manquez à cette tâche, écartez-vous. Une assemblée des peuples surgira des masses mondiales pour bâtir ce gouvernement. Car rien de moindre ne peut nous servir.
Bravo à cette intervention qui n'était pas prévue. Very good. C'était... I thought somebody's coming. Donc, simultanément, le Front humain des citoyens du monde lance l'idée de l'enregistrement des citoyens du monde et l'associe à la revendication d'une assemblée constituante des peuples. Donc, l'enregistrement est étendu au territoire en juin 1949, donc la ville de Cahors est ici, et aux associations en 2003. Donc en 1969 sont organisées les premières élections transnationales. Donc la citoyenneté mondiale, cela concerne des personnes, bien entendu, des territoires, des associations. Donc actuellement, dans l'Assemblée des citoyens du monde, il y a 150 organisations, 150 associations, et des élus. Alors, le 1er janvier 1949, a été lancé le registre des citoyens du monde avec deux buts principaux qui sont toujours les mêmes, enregistrer tous ceux qui se reconnaissent citoyens du monde et faire naître le plus rapidement possible des institutions mondiales démocratiques. Donc ces buts sont constants depuis 1948, donc avec quelques petites nuances historiques que certains de mes amis ont découvertes, mais actuellement c'est bien cela que l'on défend. Le registre des citoyens du monde alors, théoriquement se voulait être le seul organisme dans le monde habilité à distribuer des cartes d'identité. Et comme service civil d'état civil, il travaille à l'établissement du corps électoral mondial. Cette charge lui a été confiée plus particulièrement par le congrès de 1963 à Bruxelles, dans l'optique de la préparation des élections au Congrès des peuples. Et donc, devenu une fédération transnationale, maintenant, le registre des citoyens du monde se place dans une perspective de droit mondial émergent. Alors, le registre des citoyens du monde a essaimé un petit peu à travers la planète, donc très rapidement il a été créé de très nombreux centres d'enregistrement, il y a eu des crises et actuellement on voit que le registre des citoyens du monde est représenté aussi bien, donc on voit ici à Mulhouse, en Australie, au Cameroun. La maison de la citoyenneté, ça c'est au Maroc, hein, c'est à côté de Zagora, au Togo, et donc en bas à droite, vous voyez le bureau parisien du registre des citoyens du monde. Donc être citoyen du monde, ce n'est pas participer à une association, c'est une identité. Il faut bien se dire ça. J'ai adhéré à la citoyenneté mondiale. Non, on reconnaît sa citoyenneté mondiale et on s'engage en fonction de cette citoyenneté. Ce n'est pas une association à laquelle on cotise et puis dont on pourrait se retirer. Donc se reconnaître citoyen du monde, c'est pour la vie. On est tous citoyens du monde par destination et par nature. Donc le reconnaître, c'est en faire un acte politique, en fait. Et donc actuellement, la carte des citoyens du monde est faite en plastique. Maintenant, c'est une petite carte rectangulaire au format de la carte bancaire, qui est faite en différentes langues, donc 17 langues actuellement. Alors, la mondialisation des territoires, ça a commencé en 1949. Vous voyez en fond d'écran ici, vous voyez la ville de Cahors vue d'avion. C'est Cahors qui est réputée comme étant la première ville mondialisée dans l'histoire, dans notre histoire au moins. Et donc, mondialiser un territoire, c'est transposer à l'échelon d'une collectivité l'acte individuel d'enregistrement des citoyens du monde. Donc, il y a une déclaration et engagement de solidarité transnationale et une orientation vers la démocratie mondiale. Donc les chartes de mondialisation sont diverses. On compte actuellement 1016 territoires citoyens du monde,
mais les 1016 territoires n'ont pas été mondialisés avec la même charte, avec le même texte qui soit intangible et semblable pour tous. Mais simplement, donc, le centre, ça, c'est la solidarité entre les territoires et l'orientation vers la démocratie mondiale. Alors ici, vous voyez la cloche de Hiroshima, qui est à la disposition du public qui veut la faire sonner. Donc,